et il faut donner à l'Ukraine toutes les armes et toutes les munitions qu'elle demande. Alors, mais quand même, pour revenir sur le limogeage de ce général chargé de la logistique et par son remplacement par celui qu'on a nommé le boucher de Mariupol. Alors c'est vrai qu'effectivement c'est sans doute fait aussi pour impressionner, puisque ne serait-ce que cette expression impressionne. Est-ce que ça signifie tout de même qu'il y a encore un tournant à droite, d'autant que plus qu'on apprend que Vladimir Poutine dans le même temps décide de plus en plus tout seul? Est-ce qu'on a affaire à un homme qui est prêt finalement à tout? Et c'est à cette aune-là aussi qu'on lit la menace nucléaire et qu'on peut s'inquiéter. Claude Blanche-Maison. Moi, je pense que son discours, qui a annoncé à la fois les pseudo-référendums et la mobilisation de 300 000 hommes, montre bien qu'il s'installe dans une perspective de guerre longue. Parce que, en annexant de nouveaux territoires, après la Crimée il y a 8 ans, il est clair qu'il rend toute négociation impossible à horizon visible, puisque la demande de Zelensky, c'est de récupérer l'intégrité territoriale totale, y compris la Crimée. Incidemment, ça montre bien que Poutine n'est pas un très grand stratège, bien qu'il dirige les opérations militaires désormais à partir d'aujourd'hui, puisque en déclarant cette invasion le 24 février dernier, il a fait tomber la Crimée au rang des 4 entités qu'il va intégrer à la fin de la semaine prochaine. Alors que la Crimée, dans le fond, les Occidentaux avaient accepté de mettre ça sous le tapis. On n'accepte pas, bien sûr, l'annexion, mais on accepte de ne plus en parler. Agree to disagree. Et c'était bien la situation, en tout cas, des accords de Minsk, puisqu'on parlait d'un cessez-le-feu dans le Donbass et d'une solution politique possible dans le Donbass, et on oubliait la Crimée. C'était un sujet qui restait sur la table et qu'on évoquerait peut-être plus tard. Là, il est clair que le jour où il y aura une négociation, mais qui n'est pas demain ou après-demain, eh bien il y aura évidemment la Crimée par la faute de Poutine, parce qu'en annexant de nouveaux territoires, il ramène la Crimée au niveau de ces autres territoires. Et ça, c'est une faute stratégique considérable, évidemment. Sans parler du fait que, en annexant de nouveaux territoires, effectivement, eh bien, il soulève des grands pays qui jouent un rôle un peu modérateur, sinon de soutien à la Russie, en tout cas de compréhension à la Russie, comme les Chinois et les Indiens. Les Chinois et les Indiens n'acceptent plus la position russe. C'est aussi simple que ça. Alors, c'est intéressant que vous souleviez ce point. La Chine est-elle en train de lâcher la Russie? Est-ce que c'est ce qu'il faut comprendre de ces dernières déclarations, sans aller jusqu'à dénoncer les scrutins, les référendums qui sont en cours? La Chine, qui était tout de même jusqu'ici l'un des partenaires les plus proches de Moscou, appelle au respect de l'intégrité territoriale. Mais c'est la position constante de la Chine. Moi, les Chinois que je connais, y compris à l'ambassade de Chine à Paris, disaient lors de l'annexion de la Crimée, mais pour nous, c'est l'horreur. Simplement, on ne le dira pas publiquement. Voilà. Nous ne sommes pas pour une modification des frontières, où que ce soit. Nous sommes pour stabiliser l'intégrité territoriale et la souveraineté des États. Ben, si, parce que pour eux, évidemment, Taïwan, ça fait partie de la Chine. Ça rentre dans leur théorie. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, en effet, où Poutine a tout mis sur la table, y compris toutes les marches de l'escalade possibles, et il y en a beaucoup, y compris la dernière qui serait la marche nucléaire, ils sont très inquiets. C'est peut-être la menace de trop, cette menace justement nucléaire de Vladimir Poutine. On va la réécouter. Pour tout le monde, c'est une menace de trop. Pour les Chinois en particulier, il y a eu des déclarations disant qu'il est hors de question d'utiliser l'arme nucléaire dans quelques conditions que ce soit. C'est un aveu de faiblesse, parce que aller jusque-là pour un objectif aussi modeste que 3 morceaux d'Ukraine, est-ce que la disproportion de tout ce conflit est en train d'éclater à la face de tous ceux qui jusqu'ici justement voulaient rester prudents, Aline Lebas-Kramer? Il se joue aussi avec les alliés de Poutine, que ce soit la Chine ou d'autres, qui n'ont pas pour passion non plus l'humanisme, de tendre la main aux plus faibles, le droit des minorités, de les battre. Il y a ça aussi qui se joue, et que s'y retourne contre lui. Ce sont des régimes très cyniques, très pervers, très brutaux, qui n'ont pas envie tellement de partager une défaite.
tant que finalement il était question aussi d'une grande Russie victorieuse qui montre les muscles, qui impressionne tout le monde, oui, effectivement, il y a quelque chose de l'ordre de séduisant dans le logiciel aussi de ces régimes-là. Parce que, pardon, la Chine, on peut parler des Ouïghours, on peut parler de plein de choses en matière de cynisme absolu. Donc il y a aussi ce logiciel qu'ils ont en commun. Oui, bah là, il est aussi en train de perdre. Donc ce n'est plus aussi de l'amour que de s'afficher du côté des perdants. Et c'est pas rien non plus pour certaines forces qui accompagnent Poutine depuis des années. Enfin, voilà. On va accueillir dans un instant Marie Holzmann, qui est sinologue et spécialiste de la Chine contemporaine. Mais tout d'abord, on va écouter le porte-parole du ministre chinois des Affaires étrangères. Y a-t-il un glissement dans la position chinoise? Écoutez ce qu'il répond. La position de la Chine sur la crise ukrainienne a toujours été cohérente et claire. Nous appelons les parties concernées à instaurer un cessez-le-feu et à trouver une solution qui tienne compte des préoccupations légitimes de toutes les parties en matière de sécurité. Nous espérons également que la communauté internationale pourra créer les conditions de l'espace nécessaires à cette fin. Marie Holzmann, bonjour, merci d'être en direct avec nous. Vous êtes sinologue spécialiste de la Chine contemporaine. Vous sentez, vous, un glissement dans la position chinoise? La Chine est-elle en train de lâcher lentement mais sûrement Vladimir Poutine? Je pense qu'on ne peut pas dire des choses aussi radicales que ce que vous venez de dire. Est-ce qu'ils vont la lâcher lentement mais sûrement? Je crois que dans C'est une question. Oui, non, je comprends bien. Je crois que les deux parties sont des gens qui sont tout à fait opportunistes. C'est-à-dire, si c'est dans l'intérêt de la Chine soutiendra la Russie. C'est évident qu'à l'heure actuelle, personne ne peut imaginer que soutenir la Russie peut servir à quelque chose. Il faut quand même se souvenir que les 30 années de développement économique faramineux de la Chine se sont passées grâce à ces échanges avec l'Amérique, l'Europe et tous les pays d'Asie, certainement pas en se limitant au milieu des dictateurs, que ce soit avec la Russie, les pays arabes ou les pays de l'Asie centrale. Donc maintenant, Wang Yi montre un peu ses distances. C'est aussi parce qu'il ne veut pas gâcher complètement ses relations avec l'Ukraine. L'Ukraine est à l'origine de la nourriture pour animaux. Pratiquement la moitié des grains, des céréales pour animaux qui sont utilisés en Chine viennent de l'Ukraine, enfin venaient de l'Ukraine. Donc Wang Yi se montre aussi qu'il tient à garder ses relations économiques avec l'Ukraine. Et d'ailleurs, on a eu une visite cette semaine de Dmytro Kuleba, le ministre des Affaires étrangères ukrainien, qui a rencontré son homologue chinois. Et ça va effectivement dans le sens de ce que nous dit Marie Holzmann, qui est que tous les pays ont besoin les uns des autres. La question aujourd'hui, c'est qui a le plus besoin de qui, finalement, Claude Blanche-Maison? Je crois que pour les Chinois, cette guerre va trop loin. Ça met en péril, en effet, et vous avez raison, c'est l'intérêt chinois qui prime, bien sûr, mais ça met en péril les notions de principe que la Chine défend dans le droit international, à l'ONU et ailleurs, et ça met en péril aussi son économie. Par conséquent, les Chinois veulent que ça s'arrête. Alors évidemment, ce qu'a dit le porte-parole chinois hier est ambigu, puisque lui, il demande un cessez-le-feu. Alors si on n'aime pas beaucoup les Chinois, on dit un cessez-le-feu, c'est une position qui n'est pas pro-ukrainienne, puisqu'un cessez-le-feu, ça serait sur les positions actuelles. Donc, oui, il demande aussi le respect de l'intégrité. Il demande aussi, pardonnez-moi, le respect de l'intégrité territoriale. Voilà, il demande, ça c'est important. Et le président chinois, il faut le souligner, la semaine dernière, avant d'aller au sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai à Samarcande, est allé au Kazakhstan pour dire la même chose, pour dire aux Kazakhs, qui sont quand même des alliés proches de la Russie en principe, eh bien pour dire aux Kazakhs, nous défendrons votre intégrité territoriale quoi qu'il arrive. Et naturellement, nous vous promettons tout ce que vous voulez en matière de coopération économique. Alors la coopération économique c'est fait, c'est-à-dire que les Chinois construisent des routes, des ports, des ponts, etc. Mais évidemment, l'intégrité territoriale du Kazakhstan, c'est très important. Le président kazakh, d'ailleurs, avait dit quelques semaines auparavant à Vladivostok, à Vladimir Poutine, nous n'acceptons pas votre opération en Ukraine. Il faut savoir que le Kazakhstan a une minorité russophone très importante à l'Est, 15 à 20% de la population, on ne sait pas exactement, et que le Kazakhstan est très inquiet.
et la Chine a promis de le soutenir. Alors la prochaine étape, c'est quoi? Après cette mise en garde parfois un petit peu, comment dire, dissimulée et parfois beaucoup plus franche, qu'est-ce qui se passe derrière, Christian Maigrelis? La Russie très clairement est engagée dans une logique dont elle ne veut pas se départir. Qu'est-ce qui se passe Oui, ensuite? mais elle n'aura pas l'appui de ces pays-là. Elle n'aura pas l'appui qu'elle attendait de la Chine, ni un appui militaire, mais ça n'y comptait pas, mais non plus un appui diplomatique, qui pour elle est très important. Mais derrière, pour la Chine, est-ce que la Chine peut, disons, montrer un petit peu plus les muscles, commencer à se faire entendre un petit peu plus fortement? C'est ça aussi la question. Est-ce qu'à un moment, ces puissances, et notamment aussi la Turquie, qui condamne aussi des référendums d'annexion illégitimes, est-ce qu'après les paroles, est-ce qu'il y aura peut-être des actes? Non, je pense pas. Non Ils n'ont plus. pas les moyens et ils n'ont pas l'envie non plus d'agir dans cette affaire. C'est vraiment, pour les Chinois, c'est une affaire entre Européens, ça ne les regarde pas. Et au fond, les Chinois, compte tenu de leur histoire, sont très contents de voir quand les Blancs se battent entre eux. Ça leur fait plutôt plaisir. Marie Holzmann, vous nous confirmez ce qui se dit en plateau, c'est-à-dire que ça n'ira pas beaucoup plus loin que cette mise en garde du côté chinois? Du côté chinois, le problème, c'est que Poutine est quelqu'un d'ambigu. Il ne se déclare plus comme président d'un État communiste, mais en même temps, il se comporte comme tel. Or, la réputation des Chinois est de plus en plus mauvaise. Ils sont en mauvais termes avec les Américains. L'Union européenne n'arrête pas de leur faire des reproches, etc. Et donc, la Chine, disons, à la fois psychologiquement, politiquement, stratégiquement, a besoin de l'existence de Poutine à la tête de la Russie, parce que elle se souvient avec effroi de Gorbatchev et de l'effondrement de l'Empire soviétique. Elle ne voudrait pas maintenant voir l'effondrement d'une Russie post-soviétique, mais toujours un peu soviétique, qui ne serait plus une forme de glacis pour la protéger. Maintenant, elle a la Corée du Nord à droite, c'est la Russie à gauche, mais aucun des autres pays ne la soutient sur le plan politique, disons, sincère. Tous les autres sont des opportunistes ou des obligés. Oui, c'est dans l'intérêt de la Chine, nous dit Marie Holzmann, que Vladimir Poutine reste à la tête de la Russie. Ça veut dire soutien tout de même, et malgré tout, Aline Bay-Kremer, au président russe, quelle que soit l'issue sur le terrain. Il y a quand même des logiciels brutaux communs aux deux régimes. Donc il y a un bloc qui ne porte absolument pas les valeurs européennes, occidentales, d'émancipation, d'égalité, de liberté d'expression, de droits des minorités. Enfin, il y a quand même, ils ont quand même en commun ces régimes. On parle de la Corée du Nord, on peut parler de la Syrie. Enfin, oui, ce sont les alliés de Poutine et ce sont. Donc, la Corée du Nord qui prend ses distances aussi, qui dit non, nous n'avons jamais livré d'armes à la Russie. Alors, il y a quand même une prise de distance. Oui, ça c'est incroyable. Je pense qu'il faudrait vérifier quand même les propos du dirigeant de Corée. L'Iran dit la même chose. Oui. Voilà, il y a des déclarations. Alors, certes, c'est un camouflet public pour Poutine. Après, pourquoi, de qui, de quoi? En tout cas, ce dont on est sûr, c'est qu'on a un bloc, et d'ailleurs qui est revendiqué par Poutine, le nouvel ordre mondial et le racisme. Enfin, il y a un projet politique quand même derrière. Ce ne sont pas des... on n'est pas dans un idéal humaniste total, et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils nous haïssent aussi. Et il ne faut pas sous-estimer dans tout ce qui se joue diplomatiquement qu'ils ont quand même en commun. Je parle de ces régimes, je ne parle pas des peuples, je parle de ces régimes. Ils ont en commun la haine de ce que nous sommes, nous. Donc, dans chaque déclaration, on est quand même en guerre, les choses vont vite, etc. Attention à qui, de quoi, dit quoi, à et c'est pour ça aussi que cette mise en garde est si importante. C'est dans ce contexte que vous décrivez où chacun se serre les coudes. Tout de même, c'est un désaveu déguisé. Tout de même la haine que peut nous porter les régimes dont on parle sur 2-3 questions. Moi, je crois qu'il faut quand même préciser que ce qu'ils ont en commun, c'est un objectif. C'est en effet de modifier l'ordre international. Ça, c'est vrai. Mais ils ne sont pas du tout d'accord sur les moyens pour y parvenir. La Chine veut jouer avec l'ordre international tel qu'il existe, avec le droit international tel qu'il existe, avec l'ONU tel qu'il existe, où elle se sent très confortable, alors que la Russie fait la guerre. C'est quand même une différence dans l'immédiat importante. Et je crois qu'en effet, la diplomatie française, pour répondre un peu à une partie de votre question, aurait intérêt à travailler davantage avec la Chine, mais aussi avec l'Inde, avec la Turquie, pour se positionner pour le jour
où une négociation apparaîtra possible. Ça n'est pas le cas actuellement, bien sûr. Mais il est clair qu'il ne faut pas disqualifier a priori la Chine, qui n'est absolument pas d'accord sur les moyens qu'utilise la Russie pour parvenir à cet objectif. Oui, Cyril Amonceau. Non, mais ce qu'il faut comprendre aussi, moi je pense très sincèrement, la Russie, elle se fiche de savoir au final si la Chine soutient ou ne soutient pas, ou si elle est neutre ou que sais-je. Parce que la Chine ne va jamais dire qu'elle est à 100% contre ce que fait la Russie. Et elle ne va pas soutenir à 100% l'Ukraine. Cela n'aura jamais lieu, je pense. Et il n'y elle aura pas de n'interviendra basculement de pas. camp. Non, et bien sûr, elle n'interviendra absolument pas, parce que ça reste tout de même un allié stratégique majeur de la Russie. Donc la Russie, elle va continuer à effectuer son opération spéciale, à mener sa guerre telle qu'elle le souhaite, et peu importe ce que pensent ses autres alliés. C'est-à-dire que là, en ce moment, elle est contente, parce que par exemple, elle a l'Iran. Vous avez mentionné la Corée du Nord qui dément de fournir des missiles à la Russie. Oui, enfin, l'Iran dit la même chose par rapport aux drones, sauf qu'on sait très bien, par exemple, rien qu'hier, que le drone qui a touché la ville d'Odessa, c'était un drone iranien. Et ce n'est pas le premier drone iranien que l'on voit sur le territoire ukrainien. Donc, la Russie est contente d'avoir certains alliés qui lui fournissent des armes, et elle en a entre autres besoin parce qu'elle a besoin d'équipements en plus. On voit qu'en ce moment c'est quand même assez compliqué. On a vu les dernières images des soldats avec des fusils, avec je sais plus comment on appelle ça en français, avec Une un baïonnette, couteau. Voilà, la baïonnette, merci, baïonnette, oui. avec une baïonnette au On a vu bout. ces Enfin, images on a l'impression d'être effectivement dans d'hommes la guerre mobilisés en Russie avec des armes Oui, on a hors d'âge. l'impression Alors que image c'est qui reste à authentifier, mais effectivement qui On a surprennent l'impression que beaucoup. c'est la guerre de 14-18, que c'est la Première Guerre mondiale. Enfin bon, ça devient assez ridicule. Et donc la Russie est assez contente d'avoir ce type d'alliés. Et elle va toujours recevoir, je pense, coûte que coûte, ce soutien. Ce sera peut-être les Syriens plus tard, si l'Iran, peut-être qu'il va y avoir un basculement au niveau du régime, je ne sais pas. Mais ce que je veux dire, c'est que la Russie, de toute façon, elle se fiche de savoir ce que pense le monde entier. Elle se fiche de savoir ce que pensent ses alliés. Ce ne sont pas ses alliés qui vont structurer son plan militaire, sa stratégie militaire et son invasion. Donc la Chine, pour résumer, ménage un peu la chèvre et le chou. Marie Holzmann, pour un petit mot de conclusion, avec ces déclarations qui ne l'engagent à rien en réalité. Oui, en fait, c'est très difficile de parler de la Chine parce que Xi Jinping là, se prépare pour son 20e congrès et j'ai l'impression qu'au sein du Parti communiste chinois, les tensions à l'égard de Xi Jinping, une forme de désaccord avec la politique de Xi Jinping se fait sentir de plus en plus clairement. Donc, pour le moment, Xi Jinping, son obsession, c'est quand même ce 20e congrès et la plupart des décisions, des déclarations, etc., sont liées à ça. Donc, après le 16 octobre, donc le début de ce 20e congrès, on verra quelle direction prend la Chine. Je pense que la direction actuelle n'est pas destinée à rester figée, en tout cas pas d'ici un mois. Merci beaucoup Marie Holzmann d'avoir pris le temps de nous répondre et on en parlait en plateau il y a quelques instants, peut-être aussi cette nouvelle menace nucléaire, peut-être plus précise encore que jamais formulée par Vladimir Poutine, serait éventuellement aussi derrière ces déclarations de mécontentement de ses alliés. On va réécouter tout d'abord ce que dit précisément le président russe à ce sujet. Les représentants des pays de l'OTAN parlent de la possibilité d'utiliser contre la Russie des armes de destruction nucléaire. Ceux qui se permettent de telles déclarations vis-à-vis de la Russie, je leur rappelle que notre pays dispose également de différentes armes et certaines sont plus contemporaines que celles de l'OTAN. En cas de menace pour l'intégrité territoriale de notre pays, et pour défendre le peuple russe, nous utiliserons sans aucun doute tous les moyens dont nous disposons, et ceci n'est pas un bluff. Le fameux ceci n'est pas un bluff. Bon, est-ce qu'on parle ainsi quand effectivement on ne bluffe pas? Aline Lebay-Kramer. Aucun pays de l'OTAN n'a menacé nucléairement la Russie. Donc ce qu'il fait là, encore C'est une un fois, mensonge, oui. bien sûr, il ment. Mais Continue ce à faire qu'il du dit, bluff. il s'adresse à son opinion. C'est-à-dire, pour son opinion, il a besoin de maintenir le narratif. En fait, la Russie est victime, c'est l'OTAN. C'est quand même l'argument de la guerre d'agression et de destruction qui est menée Voilà, en mais Ukraine, encore c'est une l'OTAN. fois, pour ces alliés internationaux, ça va un peu loin, comme vous le disiez, pour quelques républiques en fait, il ne faut séparatistes ou pas ou céder à annexées. cette terreur-là, parce que c'est sa stratégie de nous faire peur depuis des mois, si ce n'est des décennies. C'est sa stratégie de terreur, d'utiliser la menace nucléaire pour figer les gens, d'utiliser la menace de la famine mondiale, d'utiliser
banaliser la menace à l'écroulement énergétique et que les gens effraient. Ça fait partie de ces armes de guerre que de compter sur la peur que provoquent ces déclarations en Occident, de paralyser, voilà, et encore pire sur le terrain. Là. Mais alors, est-ce qu'il est en train lui-même d'anéantir sa propre menace nucléaire avec ceci n'est pas un bluff, parce que les joueurs de poker le savent, si on bluffe trop, effectivement, on n'est plus cru. Est-ce qu'il l'a trop agité déjà cette menace Non, mais nucléaire? oui, mais ça fait déjà depuis le mois de février qu'on en parle. Dès son premier discours le 24 février, il a dit attention, si qui que ce soit aide l'Ukraine, vous allez recevoir une réponse inédite. Mais au final, il n'y a pas de réponse inédite. Medvedev avait dit au mois de juin que la ligne rouge, ce serait la Crimée. La Crimée a été touchée plusieurs fois et il n'y a toujours pas d'attaque nucléaire. Et Dieu merci, Dieu merci. Donc moi, je continue à dire que ce que dit Poutine, c'est bluff, c'est du bluff très clairement, et que le seul but de son speech, c'est justement de faire baisser la confiance et le soutien à l'Ukraine, surtout au niveau des opinions publiques, parce qu'au niveau des gouvernements, ça ne changera pas réellement, je pense, et de dire attention, regardez ce à quoi mène votre soutien à l'Ukraine. Donc le message, c'est arrêtez de soutenir l'Ukraine, arrêtez de lui donner des sous, et montrer les muscles en interne, des armes, alors que nous devons en réalité continuer à soutenir l'Ukraine. Nous devons arrêter d'écouter ce type de discours. J'ai entendu, juste avant notre plateau, il y avait le député du RN, Jacobelli, qui disait attention, le poids des sanctions énergétiques, on le ressent surtout sur la population française. Enfin voilà, c'est exactement le discours de Poutine. Oui. Comme avec la menace nucléaire, c'est de justement jouer sur certains partis politiques, sur une partie de la population, créer un certain scepticisme envers le soutien, par rapport au soutien de l'Ukraine, alors que non, il ne faut absolument pas arrêter de soutenir l'Ukraine, il faut fournir une fois de plus toutes les armes nécessaires, toutes les munitions nécessaires, et en plus de cela, je souhaite dire que c'est clairement du bluff, et il ne faut pas écouter ce que dit Vladimir Poutine à ce sujet. Oui, Christian. Le récit de Poutine vis-à-vis de son opinion publique pour justifier ses difficultés en Ukraine et le fait que l'opération spéciale n'avance pas, c'est de dire l'ennemi n'est pas l'Ukraine, l'ennemi c'est l'Occident, c'est l'OTAN qui nous attaque et nous nous défendons. Autrement dit, les agresseurs sont de l'autre côté, l'Ukraine ne joue aucun rôle là-dedans et nous devons nous défendre parce que c'est notre existence même qui est en jeu. On va très très loin dans le montage, très très loin dans le montage. Oui. À aucun moment, Christian Maigret, tout de même, à aucun moment face à un homme qui manifestement est prêt à tout, à peu près à tout aujourd'hui sur le terrain, qui s'isole, dit-on, qui peut-être s'oriente de plus en plus à la droite de sa droite, et qui s'entoure, on vient de dire, de généraux qu'on surnomme le boucher de Mariupol pour ses opérations logistiques. À aucun moment cet homme-là ne peut être tenté aujourd'hui de commettre l'irréparable. Il a encore suffisamment de freins autour de lui, et y compris en lui, pour ne pas y aller. Il a des freins autour de lui. Autour de lui. C'est le seul qui prend la décision. Je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit, et naturellement, nous devons continuer d'aider l'Ukraine, bien sûr, en lui fournissant des armes, et des armes probablement de plus en plus sophistiquées. Mais nos généraux, les généraux de l'OTAN, les généraux américains, doivent aussi se préparer à répondre à la question suivante: quelle serait la réaction de l'OTAN si un jour Poutine a culé dans un coin? On sait qu'il ne se rendra pas, il ne capitulera pas. Utiliser une petite bombe nucléaire, un petit obus nucléaire, certains militaires appellent ça le nucléaire tactique. Moi, à mon avis, le nucléaire tactique n'existe pas. Il y a des grosses bombes et des petites bombes, mais en effet, il y a des petits obus qu'on peut mettre sur le champ de bataille avec des dégâts considérables. Quelle serait à ce moment-là la réaction de l'OTAN et des Américains sur le sol ukrainien, donc. Et chacun, une frappe sur le sol ukrainien, bien sûr. Oui, bien sûr. Et chacun planche là-dessus. Et en effet, je crois que les militaires, il faut le dire, sont divisés sur la question. Certains disent, eh bien, il faut disqualifier. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a inventé le concept d'arme nucléaire tactique. Il faut la disqualifier. On ne répondra pas par le feu nucléaire. On répondra autrement. Il y a beaucoup de moyens de répondre, y compris sur des intérêts russes à l'extérieur de l'Ukraine. Mais je pense qu'il est important, ce que tu rappelais, il fait ça depuis le début. Et effectivement, et rappelons-nous aussi les débats d'il y a 7 mois, c'était on n'intervient pas et on ne va pas aider au sol militairement les Ukrainiens au nom de cette même menace. C'est quand même pour ça, au nom de ça, dans les alcôves et les discussions des chancelleries et des corps militaires, c'était on ne peut pas y aller parce que menace nucléaire. Ensuite,
Poutine a rebrandi la menace nucléaire en cas de soutien, d'aide militaire. Et attention, Paris sera vitrifié, Londres aussi, en 14 secondes. On se rappelle les propagandismes d'Ukrainiens sur les chaînes de télé. Si jamais la moindre arme létale occidentale est envoyée à l'Ukraine, il ne s'est rien passé. Oui, il s'est rien Enfin, en tout cas pour Paris, Londres et en Occident, il ne s'est rien passé. En revanche, en Ukraine, au sol, on a Boutcha, on a Izium, on a... Donc, et on a aussi Zaporijjia qui reste une menace nucléaire planante d'une certaine façon. Mais ce que je voulais dire par rapport à la menace nucléaire, c'est qu'au niveau de la doctrine nucléaire américaine, il me semble, c'est ce qu'avait dit un de vos experts hier sur un plateau télé, que ce soit tactique ou pas tactique, ça reste la même chose pour les États-Unis. Donc la menace nucléaire, voilà, comme vous l'avez dit, eux, ils la voient comme petite bombe, grande bombe, mais ça reste tout de même une bombe nucléaire. Ça dépend si ça touche à un territoire de l'OTAN ou pas. Et si sauf que c'est quand même assez compliqué d'imaginer qu'une frappe nucléaire ne toucherait pas d'autres États. C'est honnêtement très peu probable. Elle va très probablement toucher d'autres États, et comme vous l'avez mentionné, y compris la Russie d'ailleurs, et surtout si ça touche la centrale nucléaire de Zaporijjia. Enfin là, ce serait vraiment la catastrophe totale pour la Russie et pour le monde entier. Mais moi, je ne pense pas que cela soit possible une fois de plus, parce que la Russie va beaucoup plus perdre que gagner dans ce genre de situation. Et en plus de cela, il faut arrêter de penser que c'est Poutine seul qui prend ce type de décision. Ce n'est pas lui qui, du jour au lendemain, va se réveiller et appuyer sur le bouton rouge pour faire larguer la bombe nucléaire. Ce n'est pas comme ça que cela va se passer. Donc moi, je continue à la répéter. C'est clairement du bluff. C'est pour pouvoir inquiéter l'opinion publique et les dirigeants européens. Et il ne faut pas penser à toutes ces questions de sanctions de gaz ou que sais-je, et que soi-disant ça n'a aucun impact sur l'économie russe. Le plus important, c'est de faire affaiblir l'armée russe. Et on le voit très clairement avec les images qu'on a vues récemment, qu'elle devient de plus en plus faible, qu'elle a de moins en moins de capacité à se renouveler. Et il faut que ça continue ainsi. Il ne faut pas lâcher. Ce qu'il fait, c'est qu'il appuie sur le bouton de nos peurs. C'est extrêmement pervers et cynique, et ce qui lui permet encore une fois, de massacrer des Ukrainiens. Et comme le disait Zaporijjia, c'est avant tout les Ukrainiens qui ont été concernés et qui ont bien fait d'alerter. Et d'ailleurs, il allait tout casser si jamais l'AIEA allait se présenter et mener. L'AIEA est venue, a constaté par ailleurs ce que les Ukrainiens disaient au passage. Voilà. Et on dit de Vladimir Poutine qu'il est le plus dangereux, bien sûr, quand il est acculé. Encore une fois, son armée a prouvé son mépris pour les règles de la guerre et la vie humaine à Izium. Après la ville martyre Boutcha, les Russes ont semé la désolation dans la ville, et on sait désormais le nombre exact de victimes retrouvées dans ce cimetière improvisé en forêt. Et on sait également que certaines d'entre elles ont été torturées. Ce sont les conclusions de l'enquête qui a été menée, et on en parle dans un instant.